Saisir les enjeux de la reconstruction anatomique de la tête radiale, il faut d'abord avoir quelques notions clés quant à l'anatomie de l'extrémité proximale du radius. Et pour commencer, il faut savoir que le col du radius est court. Ce dernier mesure seulement 13 mm, avec d'importantes variations endomédulaires entre les individus. À l'aplomb du col, on retrouve une tête de forme ellipsoïde, comme l'a décrit Van Rayet lors de son passage dans l'équipe du professeur Moret à la Mayo Clinic. Cependant, les analyses de variations morphométriques entre la tête et le col du radius chez les individus, menées par l'équipe de Graham King, ne montrent aucune corrélation entre ces deux parties du radius proximal. Ce n'est pas un point de détail, parce que ça induit qu'il faudra un très haut niveau de modularité des implants si on veut reproduire l'anatomie du radius proximal. Par ailleurs, le positionnement de la tête radiale n'est pas simple non plus, puisqu'il y a un offset de 4,2 mm de cette dernière, et que l'angle entre la tête radiale et le col est de 13 degrés, tandis que l'angle entre le col et la diaphyse est de 17 degrés. Et que par ailleurs, on constate une torsion globale du radius de 54 degrés. Il s'agit donc d'un os avec une déformation tridimensionnelle étagée qui rend le positionnement de la tête radiale particulièrement complexe par rapport au reste du cadre antébrachial. Mais le radius est aussi un os qui va absorber des contraintes, et des contraintes notamment longitudinales. Au poignet, le radius va absorber 80% des contraintes, tandis que ces contraintes sont réduites à 60% lors de la transmission au radius proximal. Cette répartition des contraintes au cadre antébrachial et le rôle de la membrane interosseuse ainsi que de l'articulation radio-ulnaire distale explique la potentielle ascension du radius lorsque ces trois verrous sont lésés. Ces contraintes portées par le radius sur le capitellum peuvent évoluer selon le degré de flexion. Depuis les travaux de Moret, à la fin des années 80, nous savons que ces contraintes sur le capitellum ne varient pas tellement sur l'arc d'extension-flexion. Mais il faut tout de même noter que les contraintes au coude, par contre, vont globalement augmenter lors de la flexion de coude. Mais cette augmentation se fera donc aux dépens de l'articulation huméro-ulnaire. Par contre, les contraintes sur le capitellum vont varier sur l'arc de pronospination, avec une augmentation de la pression de contact radiocapitulaire en cas de pronation, ceci étant lié à l'ascension du radius. Avec par contre une augmentation de la pression de contact lorsque nous sommes en supination. Ces variations de pression de contact sont cohérentes avec l'épaisseur du cartilage de la tête radiale. En effet, l'épaisseur du cartilage va varier entre 0,76 et 1,73 mm avec une portion postéromédiale plus épaisse. D'une manière générale, il est accepté que les articulations qui sont à risque d'arthrose sont les articulations avec une surface de contact réduite et une épaisseur de cartilage importante. On comprend donc bien là que la fine couche de cartilage et les très importantes surfaces articulaires de la tête radiale exposent l'articulation radiocapitulaire à un risque très faible d'arthrose dégénérative. Le risque d'arthrose au niveau de cette articulation sera donc lié à une modification de son anatomie et donc surviendra dans les suites d'une fracture de la tête radiale. Ainsi, l'enjeu de la reconstruction anatomique de la tête radiale va se poser pour deux situations bien spécifiques, celle des fractures à faible déplacement et celle de l'arthroplasie de tête radiale. En effet, un débat s'est installé chez les chirurgiens du coude depuis une vingtaine d'années sur le traitement des fractures peu déplacées de la tête radiale. Ceci concerne les fractures Mason 2, qui regroupent les fractures avec un déplacement supérieur à 2 mm ou angulé, ce à quoi nous devons ajouter une absence de blocage mécanique rotatoire. En effet, Hotchkiss, dans sa classification des fractures de tête radiale, avait introduit la notion de blocage rotatoire lors de la pronosupination. Ce blocage correspondant au stade 2 de sa classification concernant les fractures de la tête radiale, avec donc un déplacement suffisamment important pour causer un conflit radio-ulnaire proximal. Ce conflit signifiait qu'il s'agissait donc d'un déplacement à corriger par un traitement chirurgical. Et donc, pour résumer, par faible déplacement, on entendra un déplacement de plus de 2 mm ou avec une angulation et surtout sans blocage rotatoire. Et donc pour ces patients, ils peuvent actuellement bénéficier d'un traitement chirurgical ou d'un traitement fonctionnel. En 2012, l'équipe du professeur Egendal fait le point sur cette question via une revue systématique de la littérature incluant 9 études rétrospectives, soit un total de 224 patients ayant reçu un traitement chirurgical ou fonctionnel pour une fracture de la tête radiale peu déplacée.
Il rapporte un taux de 93% de bons ou excellents outcomes après un traitement chirurgical et 80% pour le traitement orthopédique. À noter toutefois que ces taux variaient de 42 à 96% selon les séries. Il faut d'autant prendre du recul sur ces résultats que ces résultats sont majoritairement à court terme, alors que les enjeux, c'est évidemment l'arthrose à long terme. Cette revue de la littérature permettait donc un premier état des lieux, mais ne permettait pas de répondre à la question faut-il ou non opérer ces fractures à faible déplacement. C'est la raison pour laquelle la même équipe a proposé une étude comparative randomisée, fixation versus traitement fonctionnel pour les fractures peu déplacées de la tête radiale. Et les auteurs concluent à l'absence de différence significative entre les deux traitements. Il s'agissait de la première étude de haut rang pour traiter cette question, et l'article a eu un certain écho. Mais je ne saurais trop vous recommander d'être prudent avec les conclusions de cette étude. En effet, malgré son design robuste, l'étude manque terriblement de puissance et n'a pas inclus l'effectif nécessaire pour conclure à l'équivalence des traitements. Et puis le suivi est à 1 an et ne permet donc pas de conclure sur le long term outcome de ces traitements. Ça reste pourtant l'enjeu thérapeutique de ces fractures. Et pour autant, on dispose d'une étude qui s'est intéressée aux résultats à long terme du traitement orthopédique ou fonctionnel des fractures peu déplacées. Akesson et son équipe ont retrouvé 82% d'arthrose à long terme. Mais il s'agissait d'une arthrose peu ou pas symptomatique puisque seulement 6% avaient une douleur persistante. Et en plus de ce nombre, de 82%, on doit le relativiser parce que ces mêmes patients présentent également 21% d'arthrose sur le coude contralatéral non traumatisé. Donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas la preuve de la supériorité d'un traitement par rapport à l'autre pour les fractures peu déplacées de la tête radiale. Ce que vous devez retenir des fractures à faible déplacement, c'est que pour le moment, une fracture qui est peu déplacée et qui n'a pas de blocage rotatoire peut bénéficier d'un traitement fonctionnel. Concernant les arthroplasies de la tête radiale, l'enjeu est tout autre. Ça concerne les patients qui ont eu une fracture mésone 3 non reconstructible. Et là, il y a eu deux controverses. La première qui a animé les débats jusqu'aux années 90, c'était faut-il ou non restaurer la tête radiale. Puis, à partir des années 90 et surtout des années 2000, la question s'est portée sur faut-il reconstruire ou non à l'identique la tête radiale. Ainsi, on doit remonter au début du XXe siècle, en 1941, pour voir les premières prothèses de tête radiale apparaître. Il s'agissait des capsules féeriques de Speed, posées pour éviter les ossifications hétérotopiques rencontrées après résection de la tête radiale. Et c'est qu'à partir des années 50, avec Essex-Lopresti notamment, qu'on a également trouvé un intérêt au remplacement de la tête radiale pour la prévention de l'ascension du radius dans les lésions qui portent son nom, les lésions d'Essex-Lopresti. Mais ce sont surtout les travaux de Moret et de Hotchkiss dans les années 80 qui vont clairement démontrer l'utilité de reconstruire la tête radiale ou de la remplacer par une prothèse de tête radiale. Ces travaux biomécaniques vont montrer également l'augmentation de l'instabilité en valgus si on résèque une tête radiale. Et surtout, si on résèque cette tête radiale lorsque on a déjà une lésion du ligament collatéral médial. Hotchkiss fut le premier à montrer que le rôle de la tête radiale doit être pensé en association avec les ligaments et notamment le ligament collatéral médial, et non de manière isolée. La résection de la tête radiale va mettre en tension le plan ligamentaire médial, et donc c'est l'association d'une résection de la tête radiale et du ligament collatéral médial qui va entraîner un effondrement de la stabilité du coude. Moret démontrera ainsi que c'est le remplacement de la tête radiale dans un premier temps qui permettra de sortir de la zone de grande instabilité de coude. Et c'est ensuite la réparation du ligament collatéral médial qui permettra de normaliser la stabilité de l'articulation. En installant la tête radiale comme un stabilisateur secondaire indispensable à la stabilité du coude, Moret clôt le débat prothèse versus résection de tête radiale. Toute fracture non reconstructible de la tête radiale relèvera à partir des années 90 d'une arthroplastie de tête radiale pour rétablir la stabilité du coude. Mais une controverse en chassant une autre, à partir des années 90 et surtout 2000, on a observé une multiplication des designs d'implants. La course à la modularité et au design le plus anatomique possible a été lancée. Ceci a abouti à une multiplication des designs et à un nouveau débat, faut-il reproduire à l'identique l'anatomie des têtes radiales pour la fabrication des prothèses de tête radiale. On dispose de plusieurs types d'implants, à commencer par les prothèses bipolaires cimentées tige longue,
comme la CRF2 à gauche et l'Aston Evolutive à droite par exemple. Ou encore les prothèses tiges courtes, press-fit et monobloc, comme la prothèse R-Ed Recon à gauche et la QMed à droite. Ou la prothèse Mopic, avec une fixation par lamelle auto-expandable et une tête en pyrocarbone. Et puis plus récemment, la prothèse Evolve, avec un ancrage dit loose fit. De tout ça, il en sort de grandes tendances incarnées par deux hommes qui sont des leaders dans la chirurgie du coude et qui proposent deux implants radicalement opposés. Il s'agit de deux philosophies différentes pour deux équipes qui travaillent quasiment au même endroit sur la planète, puisqu'il s'agit d'Odriscoll qui travaille à la Mayo Clinic à Rochester aux États-Unis avec la prothèse Acumed et Graham King qui travaille à St. Joseph Health Centre qui est à Londres, dans l'Ontario, au Canada et qui propose la prothèse Evolve. L'équipe d'Odriscoll a notamment travaillé sur l'influence de l'anatomie des implants sur la pression de contact radiocapitulaire. Dans cette étude publiée en 2014, on voit que la prothèse anatomique, qui est la deuxième en portant sur la gauche, a une pression de contact bien meilleure que les prothèses mono ou bipolaires qui sont à droite. Plus l'implant est anatomique, et plus la pression de contact est proche de la tête radiale native. La même année, O'Driscoll va détailler les variations de surface et de pression de contact entre une tête radiale native et un implant anatomique versus un implant non anatomique, pouvant être mono ou bipolaire. Et ils observent une variation de la surface de contact qui varie de manière similaire entre la tête radiale native et l'implant anatomique, contrairement aux implants mono et bipolaires. Et ceci s'observe également pour ce qui est de la pression de contact. Ces résultats sont d'autant plus importants qu'on observe que les pics de pression des implants mono et bipolaires peuvent monter à des niveaux pouvant entraîner des dommages cartilagineux, alors que les prothèses anatomiques reproduisent les variations de la tête native et restent dans une zone safe pour le cartilage. Ces études ont donc motivé à la production d'une prothèse qui est la prothèse la plus anatomique du marché. Cette prothèse Acumed permet donc une grande modularité pour répondre aux variations morphologiques de la tête radiale. Mais elle inclut également une hauteur variable du col pour permettre un contrôle parfait du positionnement de la tête radiale par rapport à l'échancrure radiale de l'ulna et éviter également tout overstuffing. Et puis il propose une tête ellipsoïde avec un méplat ulnaire répondant à l'échancrure radiale de l'ulna. Cette reproduction la plus fidèle possible à la tête du radius nécessite donc un positionnement parfait de l'implant dans le fût radial et un ancrage fort par press-fit. C'est une arthroplastie qui s'avère être très exigeante et qui ne pourra pas tolérer la moindre erreur de positionnement. Côté canadien, on a proposé un type radicalement différent d'implant, car l'équipe de Graham King propose une prothèse très simple qui, en apparence, n'est pas anatomique, mais qui pourtant tient compte de l'anatomie complexe de ce radius. En effet, l'équipe de Graham King avait observé en 2019 que la rigidité de l'ancrage n'était pas forcément associée à une meilleure pression de contact sur le capitulum, puisque c'est l'overhim de 1 à 2 mm qui permettait un contact mécanique optimal et non le modèle fixé. En 2015, la même équipe montrait que la surface de contact ainsi que les pics de contact étaient également dépendants de la profondeur du disque radial. Et ils en déduisaient que la profondeur de la tête radiale de 2 mm permettait un contact mécanique optimal. Puis en 2017, en comparant l'influence de la géométrie des implants sur la pression de contact, ils n'ont pas observé de différence entre les designs. Alors bien que tout le monde reconnaît l'intérêt de prendre en compte l'anatomie de la tête radiale, avec ces travaux, on peut se demander si nous n'avons pas été trop loin dans la reproduction à l'identique de l'anatomie de la tête radiale. Car plus nous reproduisons à l'identique la tête radiale, et plus l'ancrage de nos implants doit être exigeant. Puisque si nous reproduisons à l'identique la tête radiale, alors l'ancrage ne doit pas tolérer la moindre erreur de placement de l'implant. La question reste donc, où doit-on placer le curseur dans la reproduction de la tête radiale à l'identique? Clairement, l'équipe de Graham King le positionne sur la colonne axis symétrique de leur étude, correspondant finalement à la prothèse Evolve. Et cette prothèse Evolve, basée sur ses travaux anatomiques et biomécaniques, c'est un implant monobloc ultramodulaire, pouvant répondre donc aux différentes variations morphologiques de la tête radiale. C'est également une tête radiale métallique avec une profondeur de 2 mm
Mais la transgression vient surtout de son mode d'ancrage, car les concepteurs proposent une tige lisse, autorisant uniquement un loose fit. Cet ancrage va donc laisser un certain degré de liberté de mouvement de la tête radiale sur l'arc de flexion-extension et de pronospination. C'est le ligament annulaire qui limitera ainsi les mouvements de l'implant. Cet implant arrive donc à concilier les exigences de reconstruction anatomique de la tête radiale, mais surtout les enjeux biomécaniques de surface et de pression de contact radiocapitulaire. Et puis s'ajoute à ça un point très important, c'est la simplicité technique d'ancrage de cet implant. Mais bien que les deux implants obtiennent d'excellents résultats, nous ne disposons pas d'études à long terme. Il va donc falloir attendre quelques années pour connaître l'efficacité de ces deux concepts. Je n'insisterai cependant jamais assez sur l'idée que la tête radiale doit être pensée pour la prévention de l'arthrose de coude. De trop nombreux chirurgiens pensent encore que la prothèse de tête radiale doit être mise pour éviter la luxation de coude. Or, en 2023, nous sommes standardisés dans nos prises en charge des instabilités complexes de coude. Et l'enjeu, c'est donc porté sur l'obtention d'une stabilité clinique, mais surtout infraclinique. Et seule l'obtention d'une stabilité optimale pourra nous permettre de prévenir l'arthrose à long terme. La tête radiale y joue bien sûr un rôle. Cependant, son rôle est relatif et il ne faut surtout pas oublier qu'il doit être pensé en association avec la réparation du complexe ligamentaire interne, du ligament collatéral ulnaire latéral et plus largement du complexe ligamentaire collatéral latéral, mais également du ligament annulaire et du processus coronoïde. Et j'ajouterai également la modularité de nos implants qui permet de reproduire de manière certes grossière mais efficace l'anatomie du radius proximal. Cette modularité est un prérequis qui fait consensus. Donc en conclusion, il faut penser d'abord à l'anatomie fonctionnelle de la tête radiale qui intègre quelques principes de biomécanique plutôt qu'à la description anatomique pure lorsqu'on aborde le sujet de la reconstruction de la tête radiale. La tête radiale est un stabilisateur important du coude, mais ce n'est pas le seul. Et quel que soit l'implant que vous mettrez, c'est bien la gestion des lésions capsulo-ligamentaires associées et de la coronoïde qui feront que votre coude sera parfaitement stable, et non le design de votre implant. Et au final, lorsque vous traiterez une fracture de la tête radiale, et ceci quelles que soient les lésions ligamentaires ou osseuses associées, vous devrez choisir une stratégie de prise en charge pour obtenir un résultat satisfaisant à long terme.